des sites et monuments historiques. Donc, en premier lieu, je suis honorée, je suis aussi contente d'être là. Merci au comité scientifique de m'avoir permis de participer. À travers ma communication, j'essaierai d'éclairer quelques résultats apportés à partir d'un PRFU, donc le projet qui est donc intégré au laboratoire, mais aussi qui a permis l'organisation de ce colloque. Donc un PRFU qui qui aborde le sujet de la e-participation à l'encontre éventuellement de la mise en communication du patrimoine de Béjaïa, patrimoine culturel de Béjaïa. Voilà, donc ma communication donc, s'inscrit dans cette démarche. Donc en attendant la diapo. Très bien. Alors, ma communication s'intitule Culture participative et gouvernance urbaine, entre passé et futur. Alors, j'essaierai un peu de mettre le point sur deux aspects importants, notamment donc la participation, la culture participative un petit peu dans les sociétés anciennes en Algérie, mais le rapport lié à la gouvernance urbaine. Donc là, je précise que je démarre d'abord par une confrontation, une comparaison entre les différents aspects de participation dans le passé, à travers l'étude de trois exemples, donc notamment Alger, la Casbah d'Alger, la vallée du Mzab, et ainsi que la ville, le centre historique de Béjaïa. Voilà, pour enfin finir par conclure par des recommandations ou une réflexion qui puise éventuellement des valeurs anciennes. Voilà. Alors, si la culture est, en plus de ce que nous savons, est aussi habitude acquise par l'individu en tant que membre de la société. La culture est aussi un ensemble de valeurs. Et si je prends le philosophe Edgar Morin, depuis les années 2000, ce philosophe insiste et souligne sur l'importance ou l'importance des valeurs culturelles ou les valeurs immatérielles dans la gestion des sociétés. Mais aussi, en quelque sorte, il souligne et il donne l'importance aussi à l'intégration, à la compréhension de la ville, des sociétés, des territoires, à travers donc l'implication de la culture et du patrimoine. Alors, l'UNESCO aujourd'hui aussi souligne l'importance de la culture et du patrimoine dans le processus urbain durable, en mettant l'accent sur la gouvernance collective et la participation des habitants. Alors, en se basant sur le postulat que l'espace public est un espace collectif où on partage une identité, l'occupation relève une co-responsabilité collective vis-à-vis des valeurs culturelles communes. Le constat que nous faisons aujourd'hui des actions urbaines en Algérie montre l'absence quasi totale de la démarche patrimoniale, une démarche qui appelle la suppression des barrières constituées entre les différents acteurs de la ville et la population de la production urbaine. Donc aujourd'hui, nous pouvons constater aussi que la culture est un sujet qui est rarement abordé dans des sujets qui portent sur le développement économique, sachant que la culture, nous savons très bien qu'elle peut s'investir dans tout développement économique ou le développement des territoires urbains. Alors, j'essaierai aussi à travers ce qui suivra d'identifier tout type d'appropriation citoyenne, commençant donc du passé. Donc ici, ce que vous pouvez voir que l'expression citoyenne algérienne est une affaire qui date de très très longtemps. Donc si vous voyez donc les premières peintures rupestres, est aussi un mode d'expression d'un habitant en s'exprimer par rapport à un mode de vie, une dessin de vie quotidienne, tout en peignant sur des parois de grottes. Il y a 10 000 ans, l'habitant local de l'Algérie savait s'exprimer. Jour d'aujourd'hui, nous avons que la culture est toujours perpétuée à travers un autre type, enfin c'est le même type d'art, mais qu'on appellerait plutôt le street art. Et je vous donne quelques exemples ici, des ruelles d'Alger. Vous avez les ruelles de toutes les villes algériennes. Elles sont donc taguées, où vous pouvez trouver des graffitis aussi, où on peut s'exprimer à travers nos émotions pour, en quelque sorte, parler et exprimer, s'exprimer par rapport à la politique, la culture, l'environnement, etc. Alors, la citoyenneté algérienne. Alors, comment ça a été depuis le passé? Je prends donc le premier cas, la Casbah d'Alger. Alors, la Casbah d'Alger, il faut savoir que
comment ça a été préservé, comment ça a été donc maintenu jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est à travers des valeurs urbaines, ancestrales, que la communauté Kasbadji avait partagées dans le temps. Je prends donc l'exemple de la Dala qui est donc un système d'entretien local qui permet en quelque sorte d'entretenir, choler, badigeonner donc les parois des ruelles, nettoyer aussi les ruelles de la cité à travers donc un consensus intelligent, réfléchi des habitants de la Casbah. Donc c'est un système d'entretien biannuel. Donc à l'arrivée ou à la réception du mois de Ramadan ou du printemps, les voisins donc se réunissent tous pour donc un travail de nettoyage et d'embellissement, si vous voulez, des façades pendant 2 périodes de l'année. Alors, si vous voyez que c'est une valeur aussi qui commence à être perpétuée, qui commence à être reconduite depuis 2015, alors nous remarquons qu'il y a des bénévoles, des jeunes à Alger, qui commencent à reconduire cette valeur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils sont ni rémunérés, juste accompagnés par les collectivités locales. C'est des jeunes, c'est aussi des ouvriers artisans en peinture qui se regroupent 2 fois par an pour refaire donc une beauté à la Casbah. Alors, il y a aussi un deuxième aspect pour ce qui est de la Casbah, ce qui a permis aussi de sauver ou de freiner en quelque sorte une urbanisation massive à cette cité historique. Vous avez le rôle des waqf et des habous dans le développement urbain, cas d'Alger. Alors, le waqf ou le habous, c'est une donation faite à perpétuité par un particulier à une œuvre d'utilité publique pieuse ou charitable. Je vous donne ici 2 exemples. Vous avez 2 mosquées, la mosquée donc, Ali Betchin et la mosquée Kchawa. Donc, c'est formes d'appropriation de l'espace ne sont pas en quelque sorte décidées comme ça, fortuitement, bien au contraire. Il y a pas mal de raisons qui sont cachées derrière tout cela. Premièrement, si vous voyez, donc vous avez le sous-bassement ou le sous-sol de ces bâtiments, de ces mosquées, sont éventuellement donc destinés à l'usage du public. Vous pouvez trouver donc des voûtes ou des souterrains où vous avez des hammams, des boutiques, des locaux à l'usage public et toutes les rentabilités liées à cet usage, à cette fonction, et donc réutilisées pour l'entretien de ces mosquées. Ces biens habous-là ne sont pas là que pour ça. Tout acte habous gère aussi les ruelles, les conduites d'eau, les aqueducs dans le temps. S'il y a un dommage particulier, on le réparait, mais aussi, il y avait aussi un autre intérêt. Toutes les cités anciennes, vous le savez qu'il fallait en quelque sorte savoir la fortifier pour en quelque sorte contrer l'ennemi, contrer l'intrus. Donc vouloir en quelque sorte gérer d'une manière timide ou douce toute urbanisation et aussi de freiner l'urbanisation massive, c'est aussi de former une barrière ou une fortification massive contre l'ennemi. Alors, un deuxième cas, j'avais remarqué que la vallée du Mzab, il y avait en quelque sorte un guide qu'on utilisait au Moyen-Âge. Ce livre-là donc, est un livre sur la jurisprudence de l'architecture islamique qui s'intitule Al-Qisma wa Usul Ardiyin, Kitab fi Fiqh al-Imara al-Islamiyya. Alors, il n'est pas que livre de jurisprudence. Après, je l'ai étudié et après avoir effectué une herméneutique, j'avais en quelque sorte identifié ou compris que le code finalement de cet ouvrage. Cet ouvrage est non pas juste un livre, mais c'était un guide, un cahier de charge avant l'heure. Un cahier de charge qui, si vous voulez, donc, énumère plusieurs types de prescriptions techniques, prescriptions culturelles. Vous avez un guide civilisationnel pour les citoyens, donc il essaye de gérer leur jurisprudence, le comportement, les relations, les décisions, quelles que soient donc les conditions. Il essaie de gérer tout le type de partage, les droits, les devoirs, les communions, participation. Il est aussi un cahier de charge, mais aussi un guide de prescription technique. Donc il est précurseur de la modernité. Alors, il détient aussi des critères sous forme de code de la route, avant même l'invention de la voiture. Il gère aussi la division et le partage des eaux dans toutes les conditions. Gérer aussi les quantités de consommation des eaux, d'arrosage, irrigation, gestion des cours d'eau, des rivières, sources d'eau et des puits. Il entretient aussi la gestion des cimetières, des mosquées, des maisons, des enceintes et des clôtures. Il gère un petit peu les problèmes entre les voisinages, l'intimité, l'orientation des positions des portes-entrées par rapport au vis-à-vis. Et il gère aussi les chantiers de travaux de construction et s'il y a éventuellement un préjudice au moment des chantiers.
Et enfin, donc, il gère aussi la réparation et le nettoyage des voiries et réseaux divers. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de cette cité millénaire? Il faut savoir qu'aujourd'hui, elle garde toujours dans ses aménagements, ses valeurs. Donc, la gestion de la cité est basée sur plusieurs types de valeurs. Si je prends donc l'aspect, on va dire, ressources en eau, la ressource est sacrée dans cette région et vous trouvez qu'elle est en quelque sorte gérée. La consommation, là où vous partez, on vous dit que voilà, vous avez tant de litres par jour pour en quelque sorte prévenir des saisons de sécheresse. Vous avez aussi un système d'arrosage et d'irrigation qui est partagé, qui est réfléchi, intelligent. Et dans le cas où il y a restauration, entretien des enceintes de ville, de cité, vous avez donc les jeunes, les associations, les collectivités locales qui se regroupent tous autour d'un seul chantier. Et le chantier en lui-même est géré de façon à ne pas gêner donc la vie quotidienne, c'est-à-dire les gravats, les déchets, tout ce qui émane un petit peu de ce chantier est géré de façon à ne pas déranger les citadins. Maintenant, j'arrive à Béjaïa. Donc Béjaïa, nous savons tous que c'était une ville millénaire en histoire, ville lumière en matière de culture, et aussi un territoire qui avait été précurseur dans ce qui est des développement durable, la citoyenneté aussi. Maintenant, aujourd'hui, le constat que nous faisons, le constat qui est aussi étudié dans notre université, toutes les recherches et les études font qu'il y a un constat alarmant, un constat qu'on doit finalement s'en approcher de très près et de voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si je prends le centre historique de Béjaïa, si j'aborde un petit peu la situation du parc immobilier, on le sait, il y a un tiers de maisons dans un cas insalubre, un autre tiers est en démolition, le dernier tiers est finalement complètement transformé par une architecture nouvelle, non réfléchie. Alors, ce cas-là ou ce constat-là pour Béjaïa nous a mené à poser une question. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'un vide social, tel que cité bien par Ja'far Lasbot, ou bien par la limite de la pratique urbanistique? Donc cette deuxième question est tout aussi donc, en quelque sorte étudiée par les différentes facultés de l'université. Et là, on se pose la question, est-ce que finalement il y a une limite en matière de réglementation, ou est-ce que finalement c'est une démission totale de ses habitants et des acteurs de la ville? Alors là, je me pose la question, et il faudra aussi dire qu'il y a toujours l'espoir. L'espoir est là. Nous rencontrons certaines volontés individuelles timides, bien qu'elles soient timides, mais elles sont là. Il y a des gens, il y a des volontés qui essaient un petit peu de vouloir mouvoir les choses en leur sens positif. Et là, donc, je me dis, est-ce qu'on peut croire à un certain bouger pour la ville de Bougie? Le terme bouger tel que donc utilisé par Gabriel Moser dans son ouvrage Esprit vivant, à travers lequel il définit ce terme-là en tant que mouvance dans une société dans le besoin de l'amélioration urbaine. Moi, je dis que oui, que pour Béjaïa, il y a pas mal d'initiatives et pas mal d'initiatives dans le consensus de la médiation culturelle. Donc une médiation culturelle a plusieurs types de pédagogie à apporter. Si on prend une des actions urbaines à Béjaïa, donc il y a eu donc un bouger, si vous voulez, de la part de citoyens, d'universitaires, d'étudiants, qui ont en quelque sorte tenté d'apporter une pédagogie du danger. Quel type de danger? Danger de la perte de l'identité, danger de la perte et du vandalisme du monument, mais aussi un risque de chute, par exemple, des visiteurs. Donc celui-ci s'est élaboré à travers donc une marche, un sit-in, utilisation aussi des réseaux sociaux, utilisation de la presse locale. Un deuxième type aussi de bouger. Donc vous avez un autre type de médiation culturelle. Là, par contre, c'était donc la réunion, regroupement de tous les citoyens et les acteurs de la ville de Béjaïa, donc autour d'une table virtuelle. Table virtuelle, donc c'est un événement à distance, international, pendant 2 jours, où tous ces acteurs-là ont tenté de comprendre quels étaient finalement les obstacles, quels étaient les problèmes liés à l'urbanisation et de la ville de Béjaïa, mais aussi sur d'autres différents plans tels que culturels, environnementaux. Voilà, donc j'arrive finalement à dire, donc, en termes de conclusion, quel est le futur de ces villes algériennes?
Nous pouvons donc faire aujourd'hui un constat sur la tendance actuelle. Et j'y crois à ce qu'aujourd'hui, plus l'État s'engage beaucoup plus à prendre en charge en quelque sorte donc, la gestion de la ville, et moins les habitants sont intéressés à leur ville. Donc aujourd'hui, ce que je pourrais avancer comme quelques recommandations qui sont un petit peu tirées des résultats de ma recherche, il faudra d'abord améliorer l'appropriation citoyenne dans les actions urbaines. Comment? Premièrement, il faudra savoir, donc, pour pouvoir donner un sens culturel, donc un sens culturel puisé de toutes ces valeurs immatérielles passées, donner ce sens culturel aux différents plans d'aménagement, par exemple le PDO et le POS, donner de la valeur aux ambiances urbaines, mais aussi, avant tout, communiquer vers les habitants. Là, je cite bien habitants et non pas citoyens. C'est l'habitant qui doit être informé pour mieux connaître les besoins de sa ville. Alors, on peut utiliser plusieurs types d'outils. Les brochures, la presse locale, table ronde, les expositions, utilisation des technologies modernes, promenades, visites guidées, etc. Un autre cas, on peut aussi se pencher sur la médiation culturelle autour de la valorisation des patrimoines. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet parmi les interventions urbaines pour la ville de Béjaïa. Alors ici, dans nos recherches, on s'est un petit peu adressé à trois catégories donc, de population. Donc, élaborer une médiation autour du patrimoine dans les écoles scolaires. Et nous avons donc choisi une école primaire dans chaque commune de la wilaya de Béjaïa, s'adresser aussi aux citoyens à un pourcentage de 45%, parce que finalement sur eux qu'on compte beaucoup plus, et finalement les touristes à un pourcentage de 30%. L'étape suivante est de proposer la création d'un comité participatif ou ce qu'on appelle un capacity building. Alors ce capacity building, c'est à lui finalement, c'est un comité qui est constitué d'érudits, constitué de personnes préparées à cela, en transférant des connaissances à ce comité. Alors ce comité, il représentera finalement des citoyens, il représentera certaines catégories, mais il aura aussi comme rôle dans le monitoring, par exemple des outils de planification urbaine. Il peut aussi être le trait d'union pour encourager le dialogue entre les différents acteurs de la ville et les citoyens, être un véritable médiateur pour la culture, mais aussi aider à la mise en communication des valeurs culturelles urbaines. Finalement, on parle ici d'esprit du lieu. On ne peut pas donc aspirer à une planification urbaine sans, quand bien même, si on annule ou on supprime complètement l'esprit des villes. Alors, et finalement, j'arrive à la stratégie d'inclusion. L'inclusion, il faudra inclure tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les scolaires, les adultes, les profanes, les experts, etc. Et enfin, donner la chance à la prise de parole par tout un chacun. Finalement, ce que j'ai pu dire tout à l'heure n'est finalement qu'une forme de participation intelligente, parce que finalement, ce que nous faisons aujourd'hui, la manière dont nous agissons aujourd'hui, c'est permettre aussi à la génération qui est non encore née à s'intégrer, à participer d'ores et déjà dans nos réflexions. Finalement, c'est de faire participer les générations non encore nées dans nos réflexions urbaines. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.